Salam alaikum, Azul, bonsoir. La réaction la plus remarquée à la sidérale prestation de M. Tebboune aura été celle de la presse algérienne. La titraille de presque tous les journaux algériens sur des déclarations et d'autres du président Tebboune. Il ne manquait plus que la fakhamatisation de l'ère Bouteflika, rappelez-vous. En l'occurrence, c'est la surenchère à qui relève la meilleure petite phrase de M. Tebboune pour l'idéaliser, la sublimer, la brandir en étendard du patriotisme et de la fermeté face à l'ennemi. Un empressement haletant, une course à l'échalote, où tous les moyens sont bons, où on ne se refuse aucune bassesse pour passer sa petite ligne d'arrivée et gagner sa petite part de pitance publicitaire. Dezzel Gouddam ya Abou Alam. L'akhar ma yalhaqsh. Une presse qui glougloute sa servilité sans retenue et qui se bouscule comme s'il n'y en avait pas pour tout le monde, comme si tout ce beau monde savait que le moins zélé n'aura pas droit à la soupe. Une attitude qui révulse la dignité, qui insulte le nom même de journalisme, qui fait honte d'appartenir à cette profession. Un ralliement collectif à la carotte, au khoubzisme. Pas un seul journal, pas un seul, qui est titré sur les hallucinantes extravagances du personnage. Pas un mot. Mais jugez-en par vous-même. Voici quelques-unes de ces titres de la presse francophone que je vais vous lire. Le président Tebboune, intraitable sur la souveraineté nationale, qui nous cherche, nous trouve. Spéculation, endettement, vaccination et terrorisme, les exigences du président. Abdelmajid Tebboune répond à Emmanuel Macron. On ne peut effacer les crimes avec des mots doux. On ne peut effacer des crimes avec des mots doux. La réponse du président Tebboune à son homologue français, la France doit oublier que l'Algérie était une colonie. Tebboune à propos des relations algéro-françaises, l'État algérien doit être respecté. Il promet de sévir contre les spéculateurs. Tebboune invite les syndicats au dialogue. Tebboune à propos des relations algéro-françaises, l'État algérien doit être respecté. Président Tebboune, la politique de l'Algérie claire et ses principes solides. Tebboune, celui qui agresse l'Algérie va le regretter. Tebboune exige de la France un respect total de l'État algérien. Ouzid el-Gouddam ya Abou Alam. Je n'en dis pas plus. Ou l'hadith qiyas.
entre Tebbouniyet et Blagounet, deuxième partie. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Abbas Hamadan, universitaire, militant politique. Abbas, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Bonsoir, Azoul Flaoun. Salam alaikum. Merci beaucoup. Yahya Bonouar, journaliste, merci Yahya, et bien sûr militant, ça se passe de commentaires. Yahya, merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Merci. Anis El-Kama, psychologue et militant politique qui va nous rejoindre bientôt, et Chaben Qassim, mon jeune confrère, qui va faire la présentation. Merci Chaben d'être là. Bonsoir Jamaldine, aux invités, aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent. Le Figaro, direction le sud-ouest, Saint-Jean-de-Luz. Un TER percute 4 migrants et fait 3 morts et un blessé grave. C'est ce matin, matin très tôt, vers 5 heures, près de la gare de Saint-Jean-de-Luz, où un train express régional TER a percuté donc 4 personnes sur les rails. Bilan, 3 morts, qualifiés de drame humain marquant et terrible par le procureur de Bayonne, Jérôme Pourrier. Voilà ce qu'il dit. Les 4 personnes seraient de nationalité algérienne. Vous comprenez pourquoi on y revient et semblait apparemment se reposer sur les voies. Un 4e homme également algérien a été grièvement blessé sur les membres inférieurs et l'abdomen et au bassin. Son pronostic vital n'est plus engagé. Normalement, il est en hospitalisation cet après-midi. C'est ce qu'a annoncé le procureur de Bayonne vers 17 h. Donc c'est un élément important puisque, voilà, vous l'avez compris, avec la situation des haragas, c'est un élément voilà, qui est le procureur disait malheureusement c'est une situation à laquelle on ne peut pas faire face aujourd'hui. On revient bien évidemment maintenant avec le Comité national pour la liberté des détenus. Vous avez justement le logo, on ne parle pas de presse mais vraiment du CNLD pour leur rendre hommage. Figure emblématique du Hirak, Brahim Lalami, donc 30 ans, avait manifesté en février 2019 à Borj Bouharij notamment pour dénoncer la candidature du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Le procès en appel de Shemseddine d'Ibrahim donc a eu lieu le 4 octobre 2021. C'était le procès. Il était initialement programmé le 27 septembre 2020. Après des renvois le 20 septembre pour cause de santé dégradée, il était hospitalisé. D'autres renvois le 6 septembre et le 23 août. La délibération est donc tombée hier. Le verdict en ce lundi 11 octobre en cumul. On en parlait, Jameldine, tout à l'heure. Donc Brahim Lalami a été condamné en cumul à 6 ans de prison ferme et à 600 000 dinars d'amende. Brahim donc est poursuivi dans 3 affaires, notamment. C'est la plus lourde peine de prison infligée depuis le début du Hirak. Exactement. Chef d'accusation, discours de haine, outrage à corps constitué, diffusion de fausses informations, incitation à attroupement non armé. Voilà pour Brahim Lalami, à qui on a une pensée pour sa famille. Alors ça continue, vous allez en parler ce soir, deuxième partie. France Info à l'écran, clandestin algérien Gérald Darmanin maintient son chiffre qualifié de mensonge par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Donc dimanche soir, on ne va pas y revenir, interview. D'ailleurs, aucune presse, notamment algérienne et française bien sûr, mais aucune presse n'est revenue sur la forme de cette interview, enregistrée pourquoi, et puis pertinence des journalistes. Encore une fois, pensez à nos confrères, les journalistes sont restés assez simples et notamment des sujets n'ont pas été évoqués comme les haragas ou le chômage ou le pouvoir d'achat. C'était peut-être l'occasion de pousser un peu le chef de l'État algérien. Concernant les obligations de quitter le territoire français, Abdelmadjid Tebboune accuse donc le ministre de l'Intérieur. Je cite, vous l'avez à l'écran, il dit bien Moussa Darmanin a bâti un gros mensonge. Donc c'est ce que dit Abdelmadjid Tebboune. Donc il reprend bien le prénom, on en parlait hier, qui est le deuxième prénom donné en hommage à son grand-père, un tirailleur algérien de la Seconde Guerre mondiale. Il dit clairement aussi qu'il n'a jamais eu 7000 clandestins algériens. C'est complètement faux. La liste qui nous est parvenue en 2020 et les 3 listes en 2021 comptaient 94 cas, parmi lesquels 21 ont été acceptés et 16 autres rejetés. Ils ne vont pas entrer, dit le chef de l'État algérien, en Algérie. Ils ne vont pas rentrer en Algérie, dit-il, car ils sont liés au terrorisme. Ils sont 16 exactement. Ils sont venus de Syrie. Il y a des binationaux qui n'ont pas de famille ici. La série des échanges façon Tom et Jerry continue. Hier, donc lundi, le ministre de l'Intérieur français a répété, affirmé qu'il y a bien 7730 obligations de quitter le territoire, qu'Alger fait une confusion des chiffres. La liste à laquelle le président Tebboune fait référence correspond au profil ultra prioritaire, ceux qui sont fichés notamment pour radicalisation et qu'on considère comme les plus dangereux.
avant de vous quitter, vous l'avez compris, des relations de plus en plus compliquées. Une des questions qui se posent, Macron et Tebboune ne cessent de se faire des élanges, propreté du chef de l'État français, relations respectueuses et cordiales avec le chef de l'État algérien, mais ne vaut mieux peut-être pas un échange physique et oral. À l'heure actuelle, ni la présidence française ni la présidence algérienne ont évoqué ou annoncé une éventuelle rencontre téléphonique ou orale. Merci Chaban. J'espère que vous allez nous préparer une soundbite de ce monsieur de Tebboune qui accuse Gérald Darmanin de menteur. Très bien. On va la passer tout de suite, si vous pouvez nous, avec plaisir. Si vous pouviez nous la préparer. Je vous demanderai de me laisser vos notes. Avec plaisir. Alors, nous allons d'abord écouter, si vous permettez, monsieur Tebboune dans ses œuvres. Écoutez-le. قسما بالله العلي اللي نحكموا ما نطالو مهما كان يندم على النهار اللي زاد فيه. إذا كان 30 سنة ما تكفيش نفوت الإعدام. J'aimerais bien qu'on la réécoute. Elle vaut le déplacement. قسما بالله العلي اللي نحكموا ما نطالو مهما كان يندم على النهار اللي زاد فيه. إذا كان 30 سنة ما تكفيش نفوت الإعدام. Alors, mes chers amis, d'abord sur ce qui est de Irak Yahya. Et bien sûr. Il y a de quoi, hein? C'est rigolo, hein? Si ce n'était tragique. Tragicomique. Franchement. Ouais, c'est le langage de Hammam, ça. Il parle de peine de L'inermo. mort. Oui, il parle de peine de mort et de 30 ans de prison, comme s'il s'agissait d'un jeu de gamin. On passe de 30 ans de prison à exécuter les gens à cause du prix de la pomme de terre. C'est-à-dire, on est arrivé à un... Bon, c'était bon. Non, mais on va en parler, ça, quand il parle de peine de 30 ans de prison, qui n'existe pas encore dans le code pénal. Ça veut dire c'est même pas qu'il demande au Parlement de passer une loi, qu'il leur propose. Il leur dit, je vais faire la loi. Ça veut dire qu'il nous rappelle que le Parlement ne discute jamais. Qu'il adopte ce qu'on lui demande d'adopter. Et la justice, pareil. Elle fonctionne à l'injonction, lui. Non, tu condamnes à mort, allez. Et il en parle comme ça aussi. Nous allons en parler tout à l'heure, mais nous allons encore... non, je vais vous demander, est-ce que vous avez écouté toute la prestation de M. Tebboune? Pas entièrement, parce que c'est consternant. J'ai eu des échos à gauche et à droite. Mais là, quand j'entends cette dernière phrase-là, sa façon de s'exprimer, moi j'aimerais bien que dans son entourage, qu'il y ait quelqu'un, une âme charitable, hein, pour lui rappeler qu'il est filmé quand il parle. Peut-être qu'il ne le sait pas, parce que c'est vraiment, on est dans l'absurdité, mais totale, indigne de quelqu'un qui prétend être un chef d'État. Voilà. Donc c'est triste, on est dans la tragédie, tragicomédie. Mais justement, Abbas, vous avez très bien fait de souligner ce point. On dirait qu'il ne sait pas qu'il est filmé. Ce genre de prestation, c'est toujours enregistré, c'est en différé, c'est jamais en direct. Pourquoi? Pour pouvoir corriger les bourdes dont il est coutumier du fait, hein, c'est connu. Donc à chaque fois, il charcute pas mal. Et il ne fait aucun doute qu'on a beaucoup charcuté. Sauf, pourquoi ont-ils laissé ces choses comme celles que nous allons écouter de George Washington? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils l'ont fait exprès? Ou alors il est entouré d'incompétents? Les deux. Je pense qu'il y a un peu de tout cela. Si on rappelle le contexte, depuis 1962, l'Algérie a vécu dans un désert politique. Absence de débat, fermeture des champs politiques, médiatiques et tout. Donc on a tout le temps essayé de combler ce vide, ce désert politique, par du spectacle. Sauf qu'on a eu, par exemple, la période de Bouteflika, de 20 ans, on a eu quelques ministres ou premiers ministres qui faisaient le spectacle, qui faisaient rire. Il y a eu Sellal, il y a eu Yahya parfois. Abbas, Ammar Hol. C'était à une échelle, on va dire, bon, ça fait partie un peu des techniques de la police politique. Hein. C'est pas propre au régime algérien, mais on trouve ça un peu partout dans les régimes totalitaires ou dictatoriaux. Sauf que là, ça a atteint cette spectacularisation de la vie politique à travers les déclarations de Tebboune et des autres ministres.
on a atteint un stade très, très élevé, très inquiétant. Et je ne sais pas si vous connaissez la pièce de théâtre de Pirandello, La Jarre. En fait, c'est dans cette pièce de théâtre qui au départ était une nouvelle, donc Pirandello, pour rappeler ses prix Nobel de littérature italien. Hein. Et donc il a la jarre, la giara comme ils disent, donc elle s'est cassée, il avait une grande jarre, elle s'est cassée, donc il fait appel à un jarretier pour réparer. Donc le jarretier, il essaye de cimenter un peu la jarre. Et puis le propriétaire n'est pas satisfait, il lui dit non, il faut ajouter des agrafes. Alors la seule façon pour trouer, pour faire des trous et accrocher des agrafes, c'est de rentrer dans la jarre. Donc une fois qu'il est rentré dans la jarre, il ne peut plus en sortir. Donc on a l'impression que Tebboune, absence de vision stratégique, absence de projet politique, absence de tout. Donc il est dans le mensonge permanent. Il est prisonnier comme le réparateur de Pirandello. Il s'est enfermé lui-même dans son propre... Mais il est ceux qui l'ont installé à ce siège, il est en train de leur faire du mal aussi par à coup. Parce que quand lui est ridiculisé, ceux qui l'ont placé... Ah non, du tout. Ah non ? Là, je ne suis pas d'accord. D'accord, alors dis-moi... Ce qu'il vient de dire est très intéressant et très vrai, dans le sens où ceux qui se ridiculisent, ce sont toujours les civils et non pas les militaires. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans un régime militaire et ils doivent rigoler aussi de Sellal et ils doivent rigoler de Tebboune. Voilà les civils, voilà Dawla al-Madaniya, c'est des clowns. Dans ce sens, ça intéresse le régime militaire que les Algériens se moquent des civils, comme eux. Mais moi, personnellement, je serais tenté de croire. Je me dis, voilà, ils ont nommé quelqu'un en fonction de sa vacuité, oui. Quelqu'un de sa médiocrité, oui. Parce qu'eux-mêmes sont médiocres, parce qu'eux-mêmes sont vains. Oui, on peut penser ça aussi. De toutes les manières, ils ne désignent pas des gens en fonction de leur intelligence, mais en fonction de l'allégeance. Il faut être... on est pour les militaires, on est ou hostile, ou totalement sous leurs bottes. Tebboune est sous leurs bottes. Tous ceux qui travaillent avec eux, vous pensez bien que des gens intelligents, compétents, ils ne vont pas accepter d'être à la botte d'un sergent ou d'un lieutenant. Ils comptent sur leurs compétences, ils peuvent aller gagner leur vie dans le monde entier, en Algérie ou ailleurs. Donc ceux qui acceptent de se mettre totalement sous la botte des militaires et qui acceptent qu'un caporal soit leur DRH, qui gère leur carrière et qui les fasse passer de chef de service à sous-directeur. Tout ça, c'est la police politique qui le fait. Quelqu'un qui accepte ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de compétences, ou en tout cas qui n'a pas confiance en ses propres compétences. Et ces gens-là, de Sellal, à Tebboune, à Ouihia, et les autres clowns, à Ammarou, enfin, il y en a qui sont en prison. Ils font le show, ils font rire, ils savent que les Algériens se moquent d'eux, ils savent qu'ils donnent une mauvaise image de la classe politique, des hommes politiques, et ça touche également l'opposition. C'est le civil en tant que tel qui est ridiculisé. Et ça arrange les militaires. Et nous allons demander à Anis Kamal, le psychologue qui est avec nous. Merci d'être là. Merci beaucoup et puis désolé pour le petit retard. Oui, ça ne fait rien. Je suis content d'être avec mes camarades et puis je salue le peuple algérien qui nous regarde. Je pense que c'est réellement un jeu à somme nulle et que tout le monde est ridiculisé dans cette histoire. Je me suis réellement infligé tout, vraiment, enfin, on mériterait un prix quand même pour faire ça parce que c'est vraiment s'infliger ça. 1h27 minutes. Plusieurs fois, j'ai dû faire pause parce que c'était trop... Vraiment, je suis quelqu'un quand même qui est patient, je suis psychologue aussi, donc je suis formé à écouter des choses décousues, des choses pas très claires, mais là, c'était de l'ordre du ridicule. Même Chavez, quand il faisait des discours fleuves et qu'il blaguait ou qu'il chantait, ça restait encore un peu marrant, ça restait convivial. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté des discours de Chavez là où il chante. Chavez et Castro. Castro aussi, les discours fleuves de Castro. Ils chantent, ils mettent une ambiance, voilà. Ça restait quand même correct. Là, c'était du Tayabat al-Hammam, c'était avachi sur... même la posture physique est importante. Oui. Bon, n'en parlons même pas, parce que si j'ai des conseils de communication à donner, j'en donnerai beaucoup. Il faut être posture ouverte, machin. Ça, c'est le B.A.B.A. Donc, il n'a pas dans son entourage de gens qui lui disent de ne pas écarter les jambes comme ça, de ne pas rouler des mécaniques quand il parle. Le non-verbal, il y a des gens qui sont spécialisés en psychologie politique et comportementale. Le non-verbal, normalement, un discours,
se comprend avec les gestes aussi. Oui. Eh oui. Donc oui. il n'y a pas d'occupation de l'espace, aucune occupation de l'espace, aucune posture ouverte, même pour exprimer la fierté. C'est-à-dire que ça aurait été bien aussi qu'on lui dise de bomber entre guillemets le torse. Oui. C'est un réflexe humain qu'on partage même avec des animaux, avec les chimpanzés, c'est qu'on bombe le torse, c'est naturel. Et lorsqu'on veut affirmer une fierté, là il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir les mots les plus durs envers l'establishment français ou autre, c'est que ça transpirait un esprit de soumission finalement. Ça transpirait un esprit de soumission. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de mal que nos martyrs soient morts pour que des personnes comme ça prennent... Ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. J'ai même eu des difficultés à commenter alors que je suis souvent prolixe quand même en commentaire. Mais là, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment humiliant envers le peuple algérien. Et malheureusement, et les militaires, et les civils, et l'opposition, on va tous subir cette image-là. Je ne sais pas au final ce qui est pire, est-ce que c'est l'image de Bouteflika dans un fauteuil roulant qui envoie des lettres, ou cette image-là. J'en viens même à me dire que si nous vous envoyions une lettre tous les 3 ans, ça serait bien. Ça serait mieux. Parce que le ridicule est en train, quand par exemple il pointe Moussa Darmanin, quand on renvoie quelqu'un à ses origines, quelle image raciste on a, quelle image raciste. C'est comme si c'était dégradant de s'appeler Moussa, voilà. Mais il y a aussi, pour aller dans ton sens, quand il dit « je demande que l'État algérien soit respecté », on ne demande pas, on impose le respect. On impose le respect, absolument. On ne le demande pas. On commence déjà par être respectable. D'abord. Voilà. Et ensuite, on impose le respect. On impose le respect par son attitude. Bien sûr. Sincèrement, qu'est-ce qui est respectable dans cette attitude-là? Même l'attitude physique avachie, et puis il utilise des termes comme tchik ou là je sais pas quoi, rohnod. Je veux dire, on est au café du commerce, c'est pas possible. Alors qu'il parlait du commerce, ça a évolué, le langage a évolué. Le café du commerce, c'est des gens honorables. Hein. Voilà, c'est que j'ai vu plus d'intelligence et de posture physique, politique dans des cafés à Alger Centre, en discutant avec des gens qui ont parfois pas fait d'études, mais ils connaissent ce qui se passe dans leur pays, que dans ça. Alors, une question pour le psychologue, une autre question, avant de faire tourner le micro. Quand il personnalise ce qu'il est censé représenter, l'attitude présidentielle, quand il dit par exemple Wallah li nahkmu ma ntalqou, ou alors il dit quand il s'agit de subventions que l'État apporte aux citoyens, il dit ala atqiyana. C'est moi qui donne. En quelque sorte, en fait, c'était ça. Il s'identifie au trésor public. Il dit bon, le reste à la atqiyana. Il y a un phénomène justement psychologique qui arrive à tous les dictateurs, c'est qu'ils centralisent au final. Ils se sentent l'Algérie. Je vous rappelle la fameuse phrase de Bouteflika, je suis l'incarnation de l'Algérie tout entière. C'est ça, c'est que même Tebboune, qui en réalité, je pense, et c'est ce qu'on raconte de lui, personnellement moins arrogant dans ses rapports personnels avec les gens, à ce qui paraît les moins arrogants que Bouteflika. Il ne peut pas se permettre, parce que Bouteflika était le patron. Mais finalement... Mais Tebboune, il a été installé par les généraux, et il reste à ce jour la marionnetterie de la junte. Finalement, le proverbe qui dit que le pouvoir Coran est le pouvoir absolu, Coran absolument, est juste. Parce qu'au final, il se met dans cette posture-là, un peu comme Bouteflika ou Boumedienne. C'est le deuxième discours que j'analyse, où il se met un peu dans cette posture. Il y avait un premier discours où il haussait un peu le temps, il frappait sur... je me souviens plus, ça fait un mois qu'il avait fait ce discours, il tapait un peu du poing. On a dû lui dire, réveille-toi un peu, parce que ça ne va plus. Ne prends pas trop au sérieux. Voilà, je pense qu'ils ont aussi des limites. Et peut-être, j'espère, j'ose espérer que cet enregistrement, en plus c'est un enregistrement, c'est même pas un direct. Exact. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de découper, d'orienter les questions. On a vu qu'il n'y avait aucune question qui le mettait mal à l'aise, absolument aucune. Et même avec ça, on arrive à ce résultat-là. À un moment donné, et je lance une bouteille à la mer, une énième bouteille à la mer, j'espère qu'ils vont se rendre compte que ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'il en va de notre fierté nationale, il en va de notre nation, et on ne peut pas se ridiculiser comme ça, de cette manière-là, et aussi souvent. Voilà. Alors, oui, Abbas? Oui, en fait, quand on parle de la prestation de Tebboune, ou les prestations de les Tebbouniades, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Tebbouniades ou les Tebbouniades. J'ai beaucoup aimé le... Tebbouniades. Donc, il ne s'agit pas de corriger quelques lacunes, comment se tenir, comment... Là, c'est un personnage qu'on lui a imposé ou qu'il s'est fabriqué lui-même et qui ne dérange absolument pas
l'état-major militaire. Il faut rappeler une chose, c'est qu'il a été désigné par Gaïd Saleh, qui n'est plus là, pour le protéger. Et malgré cela, il y a eu des proches de Gaïd Saleh qui se sont opposés à sa désignation, parmi lesquels... il y en a un qui est en prison. Oui. Il y en a un qui est le Jundi, Le général les grades de Bouazizi. Bouazizi, le Jundi Bouazizi, donc il s'est opposé, et c'était l'un des généraux les plus proches de... Donc déjà au niveau de l'état-major, il ne fait pas l'unanimité, il a été mal élu, le taux de... Donc on lui donne un rôle, un personnage en construit, et puis... Et il peut dire ce qu'il veut tant qu'il ne sort pas de ce personnage. Moi, je pense qu'il est là pour les généraux, pour faire du spectacle. La question ils ridiculisent l'Algérie, etc., ne se pose pas pour eux. Eux, ce qu'ils font, quand ils l'auront usé, quand ils n'auront plus besoin, ben, ils vont changer quelqu'un d'autre. C'est leur façon. Donc on change les présidents comme on peut changer de chemise ou de cravate, pour ceux qui mettent des cravates. Oui, et puis il y a aussi un élément qui est passé un petit peu, c'est que sa prestation d'hier, la clonerie d'hier, a quand même fait oublier une information très importante, c'est qu'il y a eu un Haut Conseil de sécurité avec 0 décision. Oui. C'est-à-dire que les généraux, entre eux, ne sont pas arrivés à s'entendre sur quelque chose. Et c'est bien la première fois, parce qu'ils se débrouillent toujours pour faire un communiqué, même si c'est pour insulter le MAC ou Rachat. Là, ils ne sont même pas arrivés à s'entendre sur quelque chose. Évidemment, c'est plus compliqué, c'est la France. Donc le Maroc, c'était déjà limite. Ils ont été rompre les relations comme ça. Mais là, dans la crise, entre guillemets, avec la France, 0 communiqué, 0 entente, pas d'accord. Et le clown, il fait le spectacle pour qu'on parle de ces clowneries et non pas de la réalité de la situation de l'Algérie. Justement, sur cette question, avant de revenir au Tebbouniad ou au Tebbouniet, au Conseil de sécurité, moi je crois qu'on n'en parle pas suffisamment. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave dans cette question. D'abord, ils l'ont dévoyé de ses propres prérogatives. C'est un organe consultatif qui n'a pas à décider. Et je ne comprends pas en quoi ça les dérange de dire, sur recommandation du HCS, qui en fait est devenu une sorte d'HCE, sur recommandation du HCS, le président ordonne ceci, il prend une ordonnance. Pourquoi vont-ils décider au Conseil de sécurité alors que la Constitution prévoit qu'il n'est qu'un organe consultatif, et d'un, et de deux, la composante du Haut Conseil de la sécurité est prévu par un décret. Oui. Ça veut dire que c'est clair. On peut avoir moins, on ne peut pas avoir plus. Oui. On ne peut pas ramener des gens qui ne sont pas prévus par les décrets. Or, comme militaire dans le HCS, il n'est prévu que le chef d'état-major. Non, et les chefs de service de renseignement. Non. Non, dans le décret, non. À l'époque, tout fait. Non. Dans le décret, c'est clair, on peut le faire ramener. Oui. C'est le président qui est en même temps ministre de la Défense. Oui. Le chef d'état-major, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre ou chef du gouvernement, mais le DGSN n'est pas habilité, les 2 chefs de sécurité intérieure et extérieure ne sont pas habilités, le chef de la gendarmerie n'est pas habilité à assister. Et donc, moi je pose la question, pourquoi commettent-ils une telle bévue, c'est incroyable, alors qu'ils peuvent s'éviter une telle entorse. Avant, ils s'évitaient. Ce qui a changé dans le régime algérien, c'est jusqu'à Gaïd Saleh, et depuis l'arrivée de Bouteflika, leur stratégie, c'était de se cacher derrière les civils. Depuis Gaïd Saleh, ils se sont mis devant. Avec la mort de Gaïd Saleh, on a pensé à un moment qu'ils allaient se remettre derrière, et voilà, ils ont un président maintenant, ils vont se cacher derrière. Visiblement, ils ne veulent plus. Madaniya, Meshi Askaria leur fait du mal, et ils répondent à leur manière, eh bien, Askaria, Meshi Madaniya, et on est là. Quand ils envoient un colonel en tenue d'apparat dans le stade de foot,
quand ils interviennent. Surtout les feux de forêt, c'est eux qui les ont éteints. L'oxygène, c'est eux qui leur ont amené. La tête de Mobilis. Voilà, nommer des militaires un peu partout. Donc ils sont dans un ex-militaire. Voilà, Toumat Qolo Madaniya, commandant de gendarmerie. Voilà, et nous on dit Askaria, et ils ont besoin de le montrer. On voit quand on regarde le journal télévisé de la chaîne publique. C'est intéressant ça. Chabigoul Madaniya, Michi Askaria, et eux, par tous leurs gestes, par toutes leurs attitudes, par toutes leurs décisions, ils disent Ma Askaria, Michi Madaniya. C'est très vrai. Hein, on est dans ça, on est dans l'affrontement, dans la confrontation directe entre une majorité d'Algériens qui ne veut plus d'un régime militaire, qui l'exprime depuis 2 ans et demi, clairement dans les rues par millions, on veut un État civil, comme tout le 90% des pays dans le monde. Et puis on a une junte militaire qui lui répond, eh bien non, vous ne l'aurez pas, on est un régime militaire. Et ça a fini par Macron qui le dit lui-même, c'est bien la première fois, qui arrive en 2021 et qu'un président français lâche un régime militaire. Ça veut dire, c'est la première fois. Hein. Ce serait bien qu'on en parle parce que je pense qu'il y a une inflexion dans les Oui, on va en parler. Oui, il y a eu le Parlement européen, il y a l'année dernière qui a parlé de ça. Ça reste un Parlement, ce sont des élus, mais un exécutif, c'est la première fois. Ils en parlent en privé, rassurez-vous. Hein. Les Français, les Espagnols, les Anglais, les Italiens, les Allemands, les Américains, en privé, ils parlent de régime militaire. Ils ne veulent pas le dire en public pour ne pas gêner. Déclaration publique. Voilà, là, pour la première fois, il l'a dit clairement. Oui, en fait, ce qui s'est passé au niveau de l'état-major, il y a eu un changement de personnel qu'il faut souligner. C'est-à-dire, nous n'avons plus affaire aux mêmes généraux au niveau intellectuel. Culturel aussi. Au niveau culture politique, donc capacité de manipuler de façon insidieuse, de façon cachée, etc. Donc il y a eu l'Arbi Belkhair et tout ça, c'était un autre niveau. Ils savaient bien utiliser ce mode de gestion qui consiste à dire les militaires derrière le rideau, et on met des façades civiles qui prennent tous les coups, voilà. Donc, pour et pouvoir... qu'on peut changer. Qu'on peut changer, bien sûr. On change les façades, bien sûr. Donc, pour tenir ce rôle-là, ça demande un niveau politique, un niveau de culture politique et de ruse. Hein. Vous voulez dire qu'il y a une régression dans le Absolument. niveau... à tous les niveaux. D'accord. À tous les niveaux. Ça se voit, oui. Au niveau on le trouve au niveau de l'état-major. Donc c'est plus le même personnel. Là, on a affaire à des gens qui ont un niveau vraiment, ils peuvent pas s'empêcher parce que pour un militaire, pour pouvoir, quand il a le pouvoir, pour avoir la capacité de se mettre derrière et de manipuler derrière le rideau, il faut être vraiment très très fort. Ça a commencé à changer avec Gaïd Salah. Avec Gaïd Salah. Qui s'est mis en avant et qui a profité de l'aubaine pour faire joujou avec. Mais ça n'a pas changé après son décès. Oui, ça n'a pas changé. Sauf que Bachir Ngaraha, il est quand même d'un niveau un peu plus étoffé. Pour moi, je ne parle pas du niveau d'études, hein, au niveau culture politique. Le niveau de manipulation. Eux, ils étaient toute cette génération-là de l'Arbi Belkhair et tout. Ils étaient Toufer et tout. Ils sortaient, ils ont fait des grandes écoles. Hein, les Touati, tout ça. C'était l'école du KGB. Il y avait même une structure de propagande et de contre-espionnage à l'intérieur du DRS. Et il y avait aussi... Pour casser la société civile. Il y avait aussi les grandes écoles de guerre, Saumur, Saint-Cyr... l'école de guerre. A fait l'école de guerre à Paris. Oui. Sauf que là, on a affaire à un nouveau personnel, même au niveau de façon de détourner l'argent. L'Arbi Belkhair, qui gérait, qui c'était le chef d'orchestre, il s'arrangeait toujours dans les capitales les plus importantes, c'est-à-dire Paris, Genève, Vienne, la Suisse et tout, à nommer dans les ambassades des spécialistes dans les banques, dans les transactions financières et tout, pour pouvoir organiser les détournements d'argent via... De façon fine et tout ça. Là, on a affaire à Shkwara. Donc, Alibaba. Voilà, donc il y a aussi un élément important, c'est que Chengriha et les autres, ce sont des hommes de caserne, c'est des soldats de troupions, alors que les autres étaient presque des civils. Oui. Voilà, c'est des militaires, c'est le bras armé, le bras politique
de l'armée. Là, c'est l'armée directement. Ce sont et ils n'ont pas cette finesse des Donc anciens. la culture de caserne reprend à chaque fois le dessus sur le reste. c'est- Donc ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est pour ça, même dans les cérémonies qu'on a vues, à chaque fois, on voit Shangri-La qui se met en avant. Et quelquefois, ils passent devant. ils passent Quelquefois, devant. ils passent devant. Oui, oui. Vous vous rappelez de cette scène où le protocole l'a rappelé ouais. Il paraît qu'il a eu des ennuis. Hein. Ah, Celui probablement, qui s'est permis. probablement. Oui, oui, oui. Un exemple, lorsqu'on parle de... Oui, je partage ça, il y a une médiocrité. C'est les pieds nickelés font la dictature. Quoi. C'est qu'on pourrait les nommer comme ça. Bouazza Ouassini et Lechrem, ils étaient responsables de la propagande au sein des réseaux sociaux. C'était catastrophique. Le débat électronique, les trolls qu'on nous envoie, mais je suis énormément sur les réseaux sociaux, donc je vois Des le niveau troufions, comme vient de le dire. les niveaux d'argumentaire zéro, les faux comptes créés zéro, ça se voit que c'est un faux compte. les insultes. Ça se voit lorsqu'on essaye de nous infiltrer, lorsqu'on nous fait un semblant de profil d'une personne qui vient vous dire vous êtes bien, machin et tout, on remonte dans le profil, on voit que l'historique date d'il y a 3 mois et que ça se voit qu'il a commenté 3-4 publications de leur page, avec tout l'argent qu'ils ont, et je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, ils n'attirent personne, parce que personne, et je me souviens de la fois où ils ont commencé à essayer de recruter pour le premier gouvernement, juste après l'élection de Tebboune, c'était catastrophique. Personne ne voulait répondre au téléphone. Personne ne voulait y aller. Parce que c'est un suicide politique que d'être dans ce régime-là et dans ce gouvernement. Et eux-mêmes le savent. Eux-mêmes savent que c'est... Mais là, on dirait qu'ils sont en train de rattraper parce que non seulement maintenant tout le monde veut être avec eux, tout le monde est en train de draguer pour avoir un portefeuille, un Marocain. Et par ailleurs, la presse, vous avez vu les titres de la presse... mais ils sont de bas niveau, ceux qui essaient il n'y a personne qui croit en Algérie. Mais maintenant, c'est encore la bousculade. Hein. Tout le monde Oui, en mais veut. de personnes pas intéressantes. C'est-à-dire qu'au temps où il y avait le pétrole à $120, ils pouvaient recruter quand même. Et ça recrutait à tour de bras. Et il y avait des compétences. Ils ont même embauché des gens de cabinets de conseil qui sont connus sur la place d'Alger, qui n'écoutaient pas. Ils ont fait une task force avec Sellal, d'économistes, etc., qui ne l'écoutaient pas totalement. Ils y arrivaient parce qu'il y avait de la rente. Et Les grands mots, hein, vraiment, task force. Hein. Ça s'appelait une task force économique. Ouais. Ils ont introduit quelques réformes que j'ai trouvées intéressantes, mais le global, c'est-à-dire le développement économique, la diversification, etc., ça ne s'est pas fait. Et si ça ne s'est pas fait avec $120 et ces compétences-là, je ne sais pas ce qu'on peut faire actuellement avec ce gouvernement. Donc, en dehors de l'aspect fierté, et je finis juste sur ça, sur ce point-là, fierté, le fait qu'on aime notre pays, qu'on n'aime pas qu'il soit aussi mal représenté, il y a aussi l'aspect de on veut que notre pays survive à cette crise post-Covid. Et c'est vraiment pas avec ces bras cassés qu'on pourrait y arriver. Voilà. Juste, en un mot, hein, pour aller dans le sens de la discussion, en fait, quand on voit les violations des droits de l'homme pendant la décennie noire, c'est-à-dire elles ont atteint un niveau industriel. Oui. Malgré cela, ils sont arrivés à faire un travail au niveau de l'Europe, parce qu'ils avaient le personnel, à mobiliser une grande partie de la classe politique. Les lobbies ont acheté des lobbies aussi. Donc, ils avaient mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui. Il n'y avait pas le Maghrébia. Oui. Il n'y avait pas... Non, mais je parle du personnel politique français, européen et tout. Oui. Moi, j'ai rencontré des responsables de responsables politiques de très haut niveau, des ministres suédois, belges et tout à l'époque. Ils nous disaient tous... allez-y convaincre la France, et nous on suit. Oui, c'est la France qui... C'est encore le cas quand même. Donc, mais ils avaient quand même... Non, aujourd'hui, il n'y a plus de présence diplomatique comme avant. Les gens, ils les soutiennent, mais sur le bout des lèvres et tout ça. Alors qu'à l'époque, il y avait des meetings, il y avait des... Donc, il y avait un élément important qui n'existe plus, ils ont essayé, c'est l'islamisme. À l'époque, ils mettaient en face l'islamisme. Quitte à le créer. Voilà. Et ils ont essayé avec le Hirak, ils essayent encore en essayant de coller l'étiquette de Rachad et tout. Mais ça ne marche pas, ça ne prend pas. Parce qu'il y a eu la bombe du RERB. Voilà, il y a les bombes, et puis il y a Ben Laden, et puis il y a le Daesh, le Qaïda, Jihad. Les tournements d'avion. Voilà. Islamisme, on peut mobiliser contre. Pas pour, mais contre. Là, en face, il n'y a rien. En face, il y a un Hirak pacifique. Tout le monde l'a vu, ils ne peuvent pas l'accuser d'autre chose. Le monde entier lui reconnaît au moins son pacifisme. Et ils n'ont pas d'accroche, ils n'ont pas où accrocher. Et les gens commencent à en avoir marre les Français, les Espagnols, les Italiens. Ça commence à sortir
publiquement. Et ça s'ajoute à ce que tu disais. En face, ils n'ont plus le personnel pour gérer une situation qui leur échappe. Alors, non seulement ils n'ont plus le personnel, mais ils n'ont même plus ces anciens fleurons qu'ils gonflaient à coups de millions de dollars pour pouvoir les représenter un tant soit peu. Nous allons voir quelques images d'Air Algérie. Regardez bien ce qu'est devenu ce régime algérien pour rejoindre Abbas dans ce qu'il a démontré, que ces gens-là n'ont même plus les moyens de leur méthode. Regardons. خوتنا رانا في إربيس 330 تبع اير الجيري الخطوط الجوية الجزائرية. شوفوا الطيارة كيف داير، شوفوا الطيارة، شوفوا الكودرات كيف داير، شوفوا مونت كيف داير، شوفوا السياج كيف داير يا جماعة. شوف السياج كيف داير، شوف طابلة ملصقة. فولي قلع الخمسة، هاي الساعة 6:26 مازال ما قلعناش، ومازال لومبارك. Les sièges, regardez les sièges d'Air Algérie, complètement éventrés. On voit la mousse, le contreplaqué, le bois. Air Algérie, la prestigieuse compagnie qui bouffait des centaines de millions de dollars. Il y a encore des images de gens qui sont enfermés sans oxygène. Il y a des gens qui ont eu un malaise, regardez. Il y a une dame qui va mal. Il y a une dame qui va mal. Vous êtes des jeunes. C'est pas possible. On va l'écrire. Alors, ça vous laisse sans voix. Air Algérie n'a rien de prestigieux actuellement. Non, non, il y a eu un classement récemment. Elle l'était, oui. Moi, je me rappelle d'un moment où on servait du champagne et du caviar en première classe. Le classement récent des quel compagnies. Quels stewards et quelles hôtesses de l'air et quels services. Quoi qu'il, toujours le retard et tout, mais il y avait un tant soit peu de façade quand même honorable. Il ne faut pas oublier qu'une compagnie aérienne, c'est la porte d'entrée. C'est le premier oui, contact oui, d'un étranger avec l'Algérie, c'est quand il prend le Air Algérie pour aller faire du tourisme ou du business. Le premier contact, c'est ça. Absolument. En fait, ce qu'il faut chercher, c'est pas le secteur où qui marche plus ou moins à un niveau, on va dire, honorable ou passable. Ce qu'il faut chercher, en fait, c'est le contraste. C'est pas chercher ce qui ne va pas. Oui. Maintenant, il faut trouver ce qui va. Ce qui va, et encore faut-il le trouver. Faut-il trouver. Voilà. Donc moi, je vous invite... J'invite le Magharibia. La harga, ça tourne bien. Ah, oui. J'invite le Magharibia. Si un jour vous trouvez quelque chose qui fonctionne bien, ben vous nous le projetez, on va le débattre. Juste pour finir, il y a eu un classement de compagnies africaines, Ethiopian Airlines, alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes moyens, ils travaillent très bien. Ça a été classé première compagnie africaine, ils font beaucoup d'efforts, le PIB éthiopien il n'est pas aussi élevé que le PIB algérien. Et encore une fois, ce n'est pas une question de fonds ou d'argent, c'est une question de gestion. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'Air Algérie? Ils ont placé tous leurs enfants à Air Algérie, n'en parlons même pas des emplois fictifs, Opéra, etc. Il y a plein de gens qui étaient payés alors qu'ils ne travaillaient pas. Ils prenaient des gens, et on connaît tous comme ça, des gens de 3e ou 4e cercle qui ont été embauchés alors qu'ils ne méritaient pas, même pas de travailler dans une billetterie. Des familles ne parlent pas de langue, ils ne parlent pas bien anglais. Moi, je connaissais des gens qui étaient responsables qui ne parlaient pas du tout anglais. Donc comment on peut être responsable dans une compagnie? Normalement, on parle minimum 3-4 langues. Ou travailler à l'aéroport. Donc, encore une fois, on peut prendre Air Algérie et en faire un espace d'idéal type weberien, un symptôme, un archétype de ce qu'est l'Algérie, c'est-à-dire beaucoup d'argent, une mauvaise gestion, du bné aimé, c'est-à-dire des amis, etc. Elle centralise vraiment toute la gestion à l'Algérienne. Tous les travers. Voilà, c'est ça. Pas seulement à l'Algérie, la pelouse du stade, l'oxygène, enfin tout. D'ailleurs, moi, je rejoins Abbas. Moi, je vous défie de me dire qu'est-ce qui marche en Algérie. Quelque chose qui marche bien. Il disait le harga tourne à plein régime. Alors, nous allons écouter M. Tebboune. Écoutez bien. بالنسبة لنا دولة صديقة ومعترفة بالدور
نتاع الجزائر. الكلام تاعو مش كلام تاعي. Nous sommes un pays stabilisateur qui stabilise la paix, qui stabilise la région. C'est pas rien. Pas rien. والجزائر الأخرى تربطنا بهم علاقات طيبة جدا من وقت التاريخ. كنا احنا الدولة الثانية اللي اعترفنا باستقلال الولايات المتحدة. هذه بغض النظر على مختلف اتفاقيات نتاع المرور في البحر الأبيض المتوسط. شوف روح الميزة تاع المجاهد، شوف الكوابيس اللي عطاهم الآخر جورج واشنطن للأمير عبد القادر. ساعة George Washington. Mais George Washington est mort, enfin, il est mort avant la naissance de l'émir Abdelkader. 10 ans quasi. Alors, juste une précision. Cette bourde, elle aurait dû être relevée par toute la presse algérienne, parce qu'en l'occurrence, c'est le chef de l'État qui fait état de son inculture d'une façon absolument outrancière. Il n'y a pas un journal qui a relevé. Et c'est dire, hein, l'état des lieux. C'est dire. On vous enlève la publicité de l'ANAP, donc... Ils ne peuvent pas le faire, c'est interdit. Ils sont tous, encore une fois, sous la botte des militaires et des militaires des casernes. Mais ça montre à quel point. Ah oui, là ils sont terrorisés. C'est-à-dire, on est en contact avec des journalistes dans les rédactions à l'intérieur du pays. Et je peux vous dire que c'est pas joli, quoi. À part Radio M qui tient encore... Bon, c'est une exception. Oui, c'est une exception. Voilà, en effet. Comme toujours, il y a des exceptions. Et ils vivent sous la terreur. Soit ce sont les directeurs de journaux ou des propriétaires qui sont terrorisés on leur enlève la publicité, donc ils ferment la porte, soit ce sont des journalistes directement, parce qu'il y a toujours des journalistes courageux qui essayent et qui sont eux-mêmes directement intimidés. Mais pourquoi les cisailleurs, ceux qui coupent les images, là, peut-être que pourquoi ils n'ont pas retiré cette... Peut-être que je pense qu'eux-mêmes ne savaient pas et qu'ils ont confondu, parce qu'il y a effectivement eu les 2 pistolets offerts, mais c'est le président Lincoln, pour un cadeau lorsque l'émir à Damas a protégé les chrétiens qui allaient se faire massacrer. Mais ça a été quand même remis par la France, c'est-à-dire qu'il les a donnés à la France pour le lui remettre, en tant que sujet français. La France a servi de facteur, voilà, de facteur. Donc ça a existé 60 ans plus tard que ce qu'il raconte. Et l'inculture de Tebboune, je pense qu'elle est partout. Ils n'ont pas fait exprès de laisser passer? Aussi, c'est possible. Vous vous souvenez du Premier ministre Djerad, qui est les Pyrénées, le Baranis. Vous vous en souvenez? Donc voilà, il n'a pas fait exprès. Et vous me rappelez quelque chose, Yahya, qu'on a complètement oublié. J'aimerais bien qu'on nous la retrouve, Nessarien ou Chaban. Le Premier ministre actuel, quand il a parlé de Massinissa, il a cité 2 personnages. Du moins, croyait-il citer 2 personnages. En fait, le deuxième personnage qu'il a cité n'est pas un personnage. C'est un monument. Qui n'a jamais existé. Mausolée. C'est Mdrassen, qui est à Batna. C'est un petit monument qui est en train de s'écrouler, qui n'a pas été restauré, qui est d'une valeur inestimable. Mais il a dit, nous avons eu Mdrassen et nous avons eu Massinissa. C'est incroyable. Oui, ça rappelle Sellel, c'est le même personnel politique. Je pensais qu'il voulait dire Hermorassane qui s'est trompé. Mais ça n'a rien à voir avec la date. C'est le Moyen-Âge. Absolument. Alors que Massine, lui, parlait de la période antique, du temps des Romains. J'essaie de chercher des excuses, mais il n'y en a pas. Voilà. En fait, combien même, c'est ce qu'il voulait dire, ils sont en train de faire en fait, de la littérature de haut niveau. Il y a quelque chose qui s'appelle l'Uchronie. L'Uchronie, c'est quand on repart dans un événement qui a eu lieu dans une certaine période et on essaye de le lier à quelque chose qui s'est passé dans une autre période. Voilà. Donc c'est quelque chose, il y a eu des pièces de théâtre, des romans et tout qui ont écrit de façon échronique. Alors, moi je dis, si par exemple, on essaye de couper ce qui ne va pas dans ce qu'il dit Tebboune, les contre-vérités, les anachronismes, les bêtises et tout ça, la conférence va durer 2 minutes. Hein. Moins long que la météo. Je voulais juste rajouter un point sur tout ce qu'on vient de voir, sur le discours. Par rapport à cette controverse, l'Algérie n'est pas une nation, etc., l'État-nation, au XIXe siècle, même l'Italie ou l'Allemagne, avec Bismarck au XIXe siècle, Garibaldi en Italie, c'était pas il n'y avait pas d'État-nation. Donc encore une fois, l'Uchronie, l'anachronisme de la part de Macron cette fois-ci, mais même la réponse de l'autre côté n'est pas convaincante, parce qu'ils n'ont pas déstructuré ce que l'État-nation, peut-être n'ont-ils pas la culture, à voir ça, ils n'ont pas la culture, dire ce qu'est un État-nation,
que même en Europe, c'était une idée nouvelle au 19e siècle. Tous les États et étaient que en formation. Et que les frontières françaises ont bougé jusqu'en 1945, il faut le rappeler. 1860, Nice est devenue française. En L'Alsace-Lorraine. 62, ils ont perdu l'Algérie. Voilà, ça a 1860, Qui il y était a un eu, département. Qui était un département il y avait français. Nice et la Savoie qui sont rentrés. Il y a Et eu le comté de Mulhouse. Mulhouse et l'Alsace, surtout ces régions-là, proches de l'Allemagne, ont changé très souvent de propriétaires, de nations. Oui. Donc j'ai été à la fois outré par ce qu'a dit Macron, parce que c'est grave, surtout que c'est un président et qu'il nous nie l'existence, mais pour le coup, c'était pas une erreur, c'était un dérapage contrôlé pour aller draguer l'électorat d'extrême droite. Macron a quand même plus de culture que malheureusement... Et glisser la fameuse système militaire. Oui. Mais je veux dire, il aurait pu voilà, se contenter de ça, ça aurait été. Ça aurait été bien, voilà. Il fallait Stratégiquement, voilà. Mais après, encore une fois, pas d'ingérence. Moi, je dis juste que il a énoncé un fait, c'est que c'est un système militaire. Absolument. Pour ça, on peut pas lui en vouloir ni être, voilà. Et juste pour finir sur ça, la réponse, les historiens qu'on doit mobiliser, la personne chérie qui est responsable des archives, où sont-ils ? Ils sont payés quand même pour travailler, pour parler de notre nation, pour nous défendre. On a des historiens. Pourquoi les vrais historiens compétents, ils sont aussi menacés que les journalistes? Parce qu'on a peur de cette histoire. Et là, on nous fait une manipulation politique, on envoie à la Mamra au tombeau de Jugurtha. Mais ce n'est pas suffisant. C'est un travail réellement intellectuel, historique qui doit être mené. Ils avaient parlé d'ouvrir une chaîne sur l'histoire algérienne. C'était juste un effet d'annonce apparemment. Mais pour se défendre, il faut se défendre en déconstruisant les propos de l'autre, pas en faisant des gesticulations politiques, en allant voir Jugurtha ou le fameux cachot où Jugurtha était... C'était bien ça, c'est Jugurtha. Ça, on revient toujours à la même chose. Là où il est mort. À Rome, oui. Ça, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire la médiocrité, la misère intellectuelle qui caractérise le personnel des dirigeants politiques algériens, qu'ils soient militaires ou civils. Ils sont d'une médiocrité affligeante. Ils n'ont plus de ressources humaines. Parce qu'il n'y a aucun... En fait, les ressources humaines, j'aimerais bien préciser une chose. C'est l'un des acquis ou l'une des conséquences du Hirak. Parce que les gens, maintenant, avant d'aller se mettre au service du pouvoir, ils réfléchissent longtemps. C'est pas comme avant, ils vont, ils se cachent un peu dans le... Maintenant, tout de suite, tu te présentes, t'es fiché, ça c'est l'un des acquis ou l'une des conséquences. C'est là qui est devenu un filtre. Un filtre, absolument. Donc, en fait, si on prend cette histoire d'Algérie, France, ce qu'il faut regarder, c'est pas les frontières. Il n'y a aucun pays qui garde les mêmes frontières à travers les siècles. Tous les pays, qu'ils soient en Afrique, en Asie, ce qu'il faut regarder, c'est les profondeurs historiques de tel ou tel endroit. Et en parlant de profondeur historique, faut-il rappeler à M. Macron, qui est normalement de confession chrétienne, que parmi les plus grands représentants de l'Église chrétienne, ils sont de chez nous. Il y a eu 3 papes nord-africains. Oui, il y a Saint-Augustin que tout le monde connaît, philosophe. Et puis il y a Tertullien. Alors Tertullien, pourquoi j'en parle? En fait, c'est un théologien. Il a écrit, on est au IIe siècle de notre ère, il a écrit un livre sur le spectacle. Donc, parce que tout le monde, quand on parle de la société du spectacle, on pense à Guy Debord, qui a la spectacle, ce qu'on parlait tout à l'heure, quand on essaye de spectaculariser la politique. Mais ça se fait même dans les pays démocratiques, mais à des échelles très limitées. Chez nous, c'est à une échelle vraiment industrielle, quoi. Donc, il a écrit Tertullien à l'époque, il a écrit sur l'utilisation par le pouvoir du spectacle. À l'époque, c'était les gladiateurs et tout, pour détourner les opinions de la pratique de la religion. Lui, il part du point de vue religieux et tout. Et Tertullien, c'est encore quelqu'un de chez nous. On peut dire Apulée de Mador, qui a écrit le premier roman de l'humanité. Saint-Augustin, il a non seulement influencé la chrétienté, il est à l'origine de la chrétienté occidentale. Oui. C'est un des pères de l'Église. Voilà. Il est à l'origine, il a conceptualisé avec la notion aussi d'amour dans la chrétienté, etc. C'est lui qui a produit la chrétienté qu'on voit en France
Donc, le premier à avoir théorisé, d'ailleurs c'est un philosophe. Théologien. Oui, et en réalité, toute cette ressource-là de profondeur historique avec toute cette culture, etc., produite en Afrique du Nord, personne ne la défend. À part quelques petits cercles intellectuels, on ne nous apprend pas ça à l'école parce qu'à l'école, on va nous ramener le Mutanabbi, etc. Moi, j'ai rien contre, j'aime la poésie arabe, etc. Mais n'avons-nous pas en Algérie de la culture? N'avons-nous pas, moi j'adore Chabi, pour moi, l'Aqsaïd, etc., c'est de la littérature. Donc, pourquoi moi vous m'apprenez, je ne sais pas, je préférais apprendre Cheikh Nador et l'Anqa que d'apprendre le Mutanabbi, avec tout le respect que j'ai envers la culture orientale, arabe, qui est une très belle culture, que j'aime beaucoup, et les diwan l'arabe, shi'r diwan l'arabe, mais j'ai aussi ma culture. C'est ça qui me fait du mal dans l'éducation nationale. Peut-être faut-il rappeler que de toutes les dynasties nord-africaines, à ma connaissance du moins, vous me corrigerez, toutes les dynasties ont été berbères, sauf les Arlabites. Mais sinon, toutes les dynasties berbères ont usé de la langue arabe comme langue officielle sans aucun complexe. Hermorassan parlait très bien arabe, mais en même temps il faisait des appels à la prière en berbère. Absolument. Et il faisait dars en berbère à la mosquée. Ibn Toumert a été celui qui a écrit le premier livre en berbère, perdu malheureusement, et qui a été le premier à traduire le Coran en berbère, perdu aussi, mais il y a des traces. Mais sinon, il n'y avait aucun complexe à ce moment-là. Juste une information qu'on vient de m'envoyer, c'est-à-dire nous. Merci de le dire. C'est-à-dire ils ont compris qu'ils sont allés trop loin dans le ridicule, ils nous menacent nous. Et qu'on va vous poursuivre, etc. Ça vient de tomber. Hein. Ça vient juste vous pouvez le relire, Nice, vous pouvez le relire. Et on traduit en même temps. La présidence de la République prévient les activistes, les blogueurs, qu'il ne faudra pas se moquer. Vraiment, c'est comme ça, Sokhria, c'est se moquer du président de la République. Après sa conférence de presse. C'est pas une nouvelle, nous on sait on va plus se moquer, il se moque très bien lui-même de lui-même. Mais pour revenir sur un sujet c'est incroyable. On dirait qu'ils étaient en train de regarder le Magharibier, ils l'ont écrit. C'est un communiqué de la présidence. C'est officiel. Qui fait un communiqué avertissant les gens pour un événement précis. Hein. Ça veut dire, attention, ne vous moquez pas de la dernière communication du président. Attention, sinon vous risquez d'être poursuivi. C'est incroyable. Je m'excuse d'utiliser ça, bien sûr. Parce que s'ils utilisent check machin et tout dans les conférences, moi aussi je veux dire alors on va encore l'écouter. On va encore l'écouter. Il ne faut pas se moquer alors cette fois-ci. On va l'écouter. Là où il va dire le Jazair, je ne sais pas quoi, elle a tout fait, elle a fait le même mot. Écoutez bien. بالنسبة لنا دولة صديقة ومعترفة بالدور نتاع الجزائر، الكلام نتاعو مش كلام نتاعي، نسوم ان بيس هذا نتاعنا يطالبوا فينا باش نرجع لهم حقهم. ولما نقول شهداء 5,630,000 شاهد من اول ضربة تاع مدفع في سيدي جاء وقت وانتم تعرفوا استوردنا البصل، استوردنا البطاطا، استوردنا الثوم، استوردنا كل المصيبه استوردناها. استورد كل مصيبه استوردنا. C'est incroyable, il parle il comme il veut. Hein. C'est interdit de Franchement, se moquer. on n'a pas besoin de se moquer en réalité. On n'a pas besoin de se moquer. Oui, c'est lui qui fait le travail. Mettre une vidéo et ça parle, c'est clair comme de l'eau de roche. Enfin, par rapport à l'autre sujet, les invités l'ont évoqué, le sujet sur l'histoire, avec la sortie de Macron. Moi, j'ai une autre lecture. Bon, c'est vrai, tout le monde a réagi à chaud. Oui, Massinissa et Horta, et on a été ressortir. Non, mais on est là, on existe en tant que pays depuis les millénaires et tout. C'est pas ça que j'ai envie de répondre à Macron. À Macron, vous étiez chez nous, on vous a chassé. Donc maintenant, c'est débler ما يلحقش العنب يقول قارص خرجناك راح. On n'existait pas avant. Pourquoi vous y êtes venus? Et puis, on vous a chassé. Il y a eu une lutte, une guerre de libération. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des morts
pour vous chasser. Maintenant, tu peux pleurer, tu peux dire qu'on n'existait pas avant. Voilà comment il faut lui répondre politiquement, lui dire on vous a chassé, vous n'êtes pas parti tout seul. En fait, on a chassé les colonisateurs. Des colons, on a payé le prix, chassé le peuple ceux qui nous algérien. ont spolié notre pays. Voilà, a payé le prix. Ça ne le regarde pas qu'on soit une nation avant ou pas, puisqu'on l'a chassé. Ce qui est important, c'est qu'il était chez nous et qu'on l'a chassé en payant le prix. Alors, une question, moi, qui me turlupine. Quand ils viennent de découvrir qu'on a eu, depuis le 1830, 5 630 000... 5 630 000. Bon, à la limite, un institut de recherche qui va chercher, il fait du cadrage, comme on dit en statistique, etc. Il arrive un peu à dire nous entre 5 et 7 millions, par exemple. J'aurais compris. Mais dire 5 630 000, pourquoi ils n'ont pas dit 5 635 000? Par exemple, 274. En fait, virgule, il aurait pu rajouter. C'est incroyable. Il ne faut pas se moquer. Un chiffre comme ça, dans n'importe quel pays où la classe politique se respecte, où les médias se respectent, doit poser des questions. D'où, quelles sont comment vous avez fait? Bien sûr. Je rappelle une chose, quand je suis arrivé en France, les archives de l'armée de terre française au château de Vincennes venaient d'être ouverts au public, aux chercheurs, etc. J'y allais. Donc il y a des archives qui sont extrêmement importantes et intéressantes pour nous. J'y allais, le cadre il est agréable. Et après, à force de fréquenter le château de Vincennes, le CHAT, le service historique de l'armée de terre française, donc à force de fréquenter, on voit toujours les mêmes personnes à peu près, on se disait bonjour. Et je me rappelle d'une scène. Un jour, j'allais me servir un café dans la machine. Il y a une dame d'un certain âge qui vient m'aborder. Elle me dit « Est-ce que vous êtes algérien ?» Je lui dis « Oui ». Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit « Enfin un Algérien qui s'intéresse à l'histoire de son pays. » C'était... C'est dire. Alors, moi, j'avais... Alors, mon cœur, il s'est déplacé. Elle avait un certain âge. Donc, je me suis retenu pour ne pas répondre un peu à l'algérienne, parce qu'on est tous un peu le sol chaud et tout. Je me suis retenu, je lui ai dit pardon. Et c'est là où elle m'a dit elle a enchaîné, qu'est-ce que vous faites et tout. Je lui ai expliqué. Et j'ai découvert qu'il s'agissait de Aniré Goldziger. Donc, c'est l'une des spécialistes de l'histoire de l'Afrique du Nord. Ouais. C'est l'élève de Charles-André Julien, enfin bref. Et pour l'anecdote, et après, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire une thèse en histoire avec elle. Donc, l'histoire a commencé comme ça. Donc, je me disais, normalement, il y aurait 30-40 Algériens avec des bourses ici pour faire ce travail-là. Oui. Moi, je me rappelle des photocopies, et quand on faisait des photocopies, ça coûtait déjà à l'époque 2 €, enfin, je ne sais pas, ça coûtait quand même de l'argent. Donc, au lieu de donner des bourses à des étudiants pour faire de la recherche, parce que ça aide, moi, je n'ai jamais croisé un Algérien, j'ai fréquenté cet endroit pendant des mois et des mois. Je ne dis pas que les Algériens ne s'intéressent pas, mais ça, c'est le travail de l'État, du ministère de la Recherche, d'envoyer des gens, leur donner des bourses. Ils préfèrent donner des bourses aux enfants des généraux, aux enfants, pour faire des études bidons et pour passer leur temps. Voilà. Et pour dire des bêtises pareilles, pour pouvoir se permettre de dire 5 millions, 6 millions, ce qu'il veut, parce qu'il n'y a personne qui va dire non, mais là... Mais moi, je ne comprends pas. Un État, appelons-le comme ça, qui n'a pas fait de statistiques, de recensement de la population pendant plus de 15 ans, je crois, 18 ans. Pas de recensement de la population. Ce qu'on appelle le recensement général de la population. Qui normalement doit se faire au max. Non, ils ne l'ont pas fait. Ah oui, ils n'ont pas fait. Normalement, ça doit se faire tous les 2-3 ans maximum. Sinon, chaque année de préférence. Mais comme ça mobilise beaucoup de moyens, ils ont laissé courir. Ça fait 15 ou 18 ans, je crois, qu'ils ne l'ont pas fait. Donc ils ne connaissent même pas le véritable chiffre de la population, de combien on est. Ils vont à 180 ans plus loin, et ils viennent, ils te donnent au millier près. Oui. À la limite, je ne sais pas comment ils ont fait. Moi, j'aimerais comprendre. Peut-être que c'est plus. L'histoire, elle est simple. Quelqu'un a sorti un chiffre, l'a écrit sur une feuille de papier, et puis c'est tout. Et lui, il le reprend, chef de l'État.
C'est pas étonnant, mais... Il a repris l'histoire de George Washington, donc. Il y a bien quelqu'un qui lui a dit. Faut pas se moquer, encore une fois. Désolé, monsieur le chef de l'État. Les sciences historiques sont extrêmement structurantes dans une nation. Et toutes les dictatures ont peur le récit toutes les dictatures ont peur de l'histoire. Je vais rappeler dans le livre de George Orwell 1984, lorsqu'il y a le ministère de la vérité qui falsifie en premier l'histoire et les statistiques. C'est les deux éléments. Orwell, grand théoricien comment dire, des États totalitaires, etc. Et en réalité, les deux points névralgiques, en réalité, c'est les statistiques, parce que ça reflète, c'est des mathématiques qui sont là pour schématiser la réalité, et l'histoire. Et notre dictature a toujours eu peur de l'histoire, et ils en ont encore plus peur maintenant. Parce que qui dit histoire dit identité, qui dit identité dit aussi légitimation, ce qui s'est passé en l'été 62, un peu aussi avant, le meurtre de Ban Ramdan, etc., les assassinats politiques, et ils sont en train de bloquer l'envoi d'archives de France. C'est-à-dire qu'il y a dans le processus Torah chéri qui pourquoi pas pouvait être intéressant. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait du côté algérien qui est du coffre. Ça aurait pu permettre d'avoir une première plateforme. Voilà, mais même si j'avais pas beaucoup d'illusions parce qu'ils sont incompétents tout simplement, ou parce que je sais pas, on prend pas d'ailleurs chéri qui est responsable des archives. Être responsable des archives ne pas forcément dire être grand historien. On prend un historien normalement, spécialisé. Et qu'importe, ils ont fait leur choix. Pourquoi on bloque l'envoi de certains archives? J'ai discuté avec un professeur d'histoire ici, je crois qu'il est à Diderot, et il m'a dit en réalité c'est parce qu'ils ne veulent pas que certains cartons, on appelle ça des cartons, et j'ai visité aussi ce genre de site où on peut trouver des archives pour chercher sur mon grand-père Rahmon. Il y a des informations compromettantes, on va passer sur le côté personnel, parce qu'il y a eu des informations personnelles sur certains dirigeants, mœurs, etc. Moi je ne m'en occupe pas, c'est leur vie. Mais de la collaboration directe, les liens qu'il y a entre, les liens qu'on devine bien sûr entre l'armée des frontières et la France, tout cela est consigné. Voilà. Tout cela est consigné, tout cela est prêt, mais si c'est lâché dans l'espace public... Après l'indépendance, bien sûr, si c'est lâché dans l'espace public, ce régime-là, réellement sera traité de Hizb França par tout le monde, parce que c'est la réalité. Voilà. Alors, nous allons continuer d'écouter M. Tebboune où il dit que nous, le pays qui nous est le plus proche, ce n'est pas la France, hein, c'est l'Italie en termes économiques, hein, s'il vous plaît. Hein. Alors, écoutons-le. أنا يبان لي القرض من إيطاليا تجي فيه فائدة كبيرة. رجال المال تاعنا رجال المال والأعمال. فيه تشابه كثير. احنا ما نشبهوش الاقتصاد الفرنسي، ما نشبهوش خلاص. احنا نشبهوا الاقتصاد الإيطالي. L'Italie qui exporte à peu près pour 500 milliards de dollars par an. Est-ce qu'on parle de l'industrie du textile, de la mode à Milan, ce savoir-faire millénaire, de la gastronomie, de la manufacture? Les Italiens exportent pour environ, c'est le tiers des États-Unis, le tiers, c'est environ 500 millions de dollars. L'Algérie, hors hydrocarbures, exporte 2 milliards. Et 2 milliards hors hydrocarbures, qu'est-ce que c'est en fait? C'est des minerais, hein, ce qu'il ne dit pas. C'est les dates et les... La manière, il y a aussi des la minerais. manière dont il le dit. Des minerais. La manière dont il le dit. C'est même pas il est sûr. Voilà, il en parle comme on parlerait... Comme si on avait un iqtisad, alors qu'il a dit lui-même la dernière fois, donc voilà, il parle pour parler, et il ne faut pas se moquer. Alors, franchement, pardon, l'économie malheureusement qui nous ressemble, c'est le Venezuela. Dépendance totale, corruption totale, donc inflation. Si on ne fait pas attention, c'est ça qui nous attend en réalité comme économie. Je ne vois pas, moi, le rapprochement à faire avec l'Italie. Il y a, pour justement, je fais mea culpa par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai dit il n'y a aucun secteur qui marche en Algérie, mais en fait, finalement, il y en a un. Hein. Oui, lequel? C'est l'industrie du mensonge. Ah, pour ça. Ah, pour ça, je ne vous le fais pas dire. Alors, on s'est posé tout à l'heure la question pourquoi les journalistes ne lui ont posé aucune question sur des questions brûlantes. La raga, la flambée des prix, mais réellement pas la flambée comme ça en passant. La crise qui est en train de provoquer le basculement de dizaines de millions dans la précarité. Mais par contre, vous allez voir un journaliste qui va apporter de l'eau au moulin de Tebboune. Le chef de file
des terroristes du MAC. Il faut qu'il nous soit livré. C'est un terroriste. Il le dit. Nous avons des preuves pour l'achat d'armes, des collectes de fonds pour l'achat d'armes. C'est pas du terrorisme, ça? Il a déclaré, il a demandé à ses adhérents de s'armer à un certain moment. Oui, exactement. Alors, c'est des journalistes qui... Voilà, c'est l'industrie du mensonge. C'est incroyable. On peut ne pas être d'accord, je ne suis pas du tout d'accord avec le projet du MAC, le séparatiste, mais enfin, personne ne peut dire que le MAC cherche des armes. C'est exactement comme avec Al-Assad, c'est des islamistes, mais ce n'est pas des terroristes. Évidemment. On peut ne pas être d'accord avec bien un sûr, mouvement on partage pas leur séparatiste, projet, mais là c'est des mensonges. C'est pas un mouvement terroriste. C'est pas vrai, mais bien sûr. Alors, il nous parle de transition. On va écouter ça et nous allons encore en parler. كما احنا قالوا علينا لازم مرحله انتقاليه، روح دير مرحله انتقاليه عند عائلتك ولا في لا تيلي ولا دخلك فينا حنايا. On peut la revoir, s'il vous plaît. C'est incroyable. كما احنا قالوا علينا لازم مرحله انتقاليه، روح دير مرحله انتقاليه عند عائلتك ولا في لا تيلي ولا دخلك فينا حنايا. منسنقل كلمة منسنقل كلمة مش مليحة. C'est incroyable, hein? Il parle de qui? La transition. Non, mais il s'adresse à qui? Aux Occidentaux. Alors que lui, quand il était en Allemagne, il appelait tous les jours Macron pour lui dire « les généraux, ils veulent me sauter et tout ». Il lui disait « parce que je veux assumer une transition vers la démocratie ». Et Macron l'a déclaré, il a dit. C'est un homme courageux. Courageux qui m'a dit vouloir aller vers une transition et tout. Et là, parce que transition, c'est un mot très dur chez les généraux, ils ne l'acceptent pas. Donc, en fait, il faudrait que quelqu'un lui apprenne une chose. Dans les sciences politiques, la transistologie est devenue une branche. Ah oui. Qui se respecte, parce que en fait, c'est l'étude de toutes les transitions qui sont passées à travers l'histoire moderne, hein, que ce soit au Portugal, la Grèce, l'Afrique du Sud, le Chili, l'Argentine, etc. La Pologne, le premier, hein, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important, qui non seulement qui a impacté les rapports, hein, la géostratégie mondiale, hein, et qui aussi représente au niveau universitaire, au niveau intellectuel, un sujet au point de devenir... et quand on entend, donc on parle d'un sujet aussi crucial, aussi important de tout point de vue, et on entend Tebboune comment il en parle, avec hammam au café mort. Donc ce qui manquait en fait dans la réalisation de cette interview, c'est d'entendre des double blas ou double 6 Archem derrière, comme ça on aura vraiment la scène complète. Je vais dire une chose par rapport à la transition. Bien sûr que c'est une spécialité, que c'est étudié, il y a des spécialités même master, etc. sur la transition. C'est une science. Mais je voulais revenir sur... j'ai l'impression que ce régime-là nous a toujours vendu à l'Occident, à la France, une histoire. Cette histoire consiste en quoi? De dire, il y a des militaires, ils ne me laissent pas travailler. C'était le cas de Bouteflika. etc. Je ne ferai qu'une bouchée de ces militaires. Et en réalité, ce qui les rassemble est plus fort que ce qui les divise. Et ils le disent entre eux, c'est la rente, etc., le pouvoir, est toujours plus fort que ce qui les divise. Donc, qu'ils viennent raconter qu'ils veulent une transition, etc., je pense que même les officiers françaises et l'establishment français sait que ce n'est pas vrai. Qu'il n'y a pas une réelle volonté. Quand Macron sort et il dit « oui, il y a eu des propos positifs, proportionnés, etc. », ils ne sont pas dupes. Je ne pense pas que les renseignements français soient dupes au point de se dire que c'est une personne qui est courageuse et qui a des militaires en face qui l'empêchent, qui l'empêchent de faire cela. En réalité, depuis 2001, l'Algérie s'est toujours vendue comme étant, comme il le dit, une force de stabilisation,
C'est vrai à certains égards au Sahel, il faut le dire qu'on participe à stabiliser ces régions-là. C'est faux d'une manière globale. Mais non, je dis juste stricto sensu, c'est-à-dire dans la défense de certains. On a aidé pas mal de pays aussi. On est par définition un pays instable. Mais ensuite, dans voilà. l'ADN, on est un pays instable, puisqu'aucun ne peut voir l'avenir de l'Algérie dans 3 mois ou dans 6 mois. Mais du fait de la gabegie, on porte etc. l'instabilité en nous. Et donc on est un danger pour toute la région. Je parlais juste du côté militaire de certaines opérations. Je ne parle pas en général. Mais force est de constater actuellement, les renseignements doivent remonter des rapports par rapport à Harraga qui vont en Espagne, etc. Bah, cette carte ne marche plus, puisque c'est un facteur d'instabilité. Absolument. Et je rappelle que la DGSE, j'aime rappeler cela, a fait un rapport un an avant, qui était un rapport public, et exprès ils l'ont mis public. Un an avant 2019, la candidature de Bouteflika, ils ont dit on a peur d'une vague migratoire immense qui va déferler sur les côtes européennes. Ils sont en train de voir que malgré leur soutien à cette dictature-là, bah, cette vague, elle va arriver. Elle va arriver, elle va se poursuivre, et malheureusement, ça ne fera qu'augmenter vu l'instabilité effectivement actuelle. Oui. Alors, dernier tour de micro, je rappelle juste la déclaration de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur français. Il y a bien 7700, qui a été traité de menteur par Tebboune. Il y a bien 7730 obligations de quitter le territoire français prononcées depuis janvier contre des ressortissants algériens. Oui. Alger fait une confusion des chiffres. Clairement, qui peut croire qu'il y a 100 papiers algériens en France avec un ordre de quitter le territoire? Donc il y a plusieurs milliers d'Algériens à qui on a refusé le titre de séjour français pour des raisons X, Y, à travers tous les départements en France, et à qui on demande de quitter. Il faut que les consulats leur délivrent un laissez-passer pour qu'ils puissent rentrer chez eux, puisqu'ils n'ont pas de papier. Et il y a à côté une centaine de cas, 80, 90, qui posent problème et qui sont liés au terrorisme, qui étaient en Syrie, qui étaient en Irak, qui étaient en prison en France. Et Gérald Darmanin en dit ce que vous dites. La liste à laquelle le président Tebboune fait référence correspond au profil ultra prioritaire, ceux fichés pour radicalisation et qu'on considère comme les plus dangereux, qu'on veut renvoyer au plus vite. Voilà. Donc il y a ceux qui étaient en Syrie, en Irak, ceux qui étaient en prison en France et qui ont purgé leur peine et que les Français, ils veulent s'en débarrasser et les renvoyer en Algérie. Cela pose problème pour les deux. D'après ce qu'on sait, c'est que les généraux algériens négocient. C'est-à-dire, on vous prend cela, mais vous nous donnez d'autres. Ils ont fait ça avec l'Espagne aussi. Voilà, on veut des opposants. Si on vous prend cela, on veut des opposants. On a émis des mandats d'arrêt, donnez-nous les gens, alors que c'est quelque chose qui doit se faire de manière naturelle. Donc, et là, il y a l'exaspération qu'on a ressentie chez Macron, en disant on peut plus, on fait des gestes, et en face, on n'a rien du tout. Il a même fait des gestes sur la mémoire, attention. Oui, oui, il a été plus loin que aucun tous les chef autres d'État n'a présidents. fait comme lui. Voilà. Donc là, un chef d'État français. Français, oui. Ouais. Donc il y a des crispations, mais encore une fois, Tebboune raconte n'importe quoi ou ment sciemment de manière industrielle. Bien sûr qu'il y a plusieurs milliers. Si le ministre français dit 7700, on n'est pas loin de la réalité, qui sont priés, à qui la France refuse les papiers et qui leur demande de quitter. De quitter le territoire. Qui peut croire à une telle contre-vérité? 92, 94, lui, il dit, oui. 92 cas concernés. Donc, si on prend le quartier de Barbès, voilà. 92 peut-être par trottoir d'une petite rue. Non, mais lui, il parle de jeux contre lesquels une décision de justice a été prise de quitter le territoire. De quitter, oui, bien sûr. Il y en a 7000 et quelques. Bien sûr. Oui. En fait, c'est des contre-vérités ou des mensonges éhontés, tellement gros que ça me fait penser au roman que tout le monde connaît, de Collodi, l'italien, Pinocchio. En fait, il y a un passage, je cite de mémoire, dans le livre, dans le roman, il dit « Il y a deux sortes de mensonges. Il y a un mensonge qui court sur des pattes très courtes, donc il ne peut pas aller très loin, parce que les pattes, elles sont très courtes. Ou le deuxième type de mensonge, il a un gros nez, donc on le repère tout de suite. Donc on l'un ou l'autre, ça veut dire ça va pas très loin. On est un peu dans le roman de Collodi, Pinocchio. Quoi. Si tu as des vacances de prévues, vaut mieux les décaler en Algérie. Alors, vu ce qu'on nous dit. Merci mes chers amis, merci Anis Kama, merci Yahya Bonouar, merci Abbas Hamadan, merci à Shaban Qassi. Merci à vous, chers amis, pour nous avoir suivis.
Ne vous moquez pas. Ne vous moquez pas. Et ne vous moquez pas, parce que là, ils viennent de nous envoyer un message clair, d'envoyer à tout le monde. Comme il avait dit. Y compris ceux qui rigolent. Hein.